En tout cas, je touche trop fait. Voilà. Je trouvais qu'ils l'ont fait. Faut être 100%. Même les arbres, parce que normalement, on va dans l'eau, tu as 5% de tes ingrédients qui ne sortent pas bien. Donc comme ils ont même les arbres, parce que moi au début, quand je suis passé par là, Comment tu vas? Ça va? Tu es content? Ouais, tu vas bien. Je savais que tu étais là. C'est vrai? J'ai vu les affiches. Tu sais tout, toi. Tu sais tout. J'ai vu les affiches. Ah ouais? Juste après, donc on va écouter Incitant si vous pouvez prêter attention et après vous continuerez à déguster les mets, s'il vous plaît. Intéressante sur le sport, l'anime. Incitant pour le coup, Keïta. Yarale, c'est le nom de mon projet qui m'anime effectivement. Donc c'est un honneur pour moi d'être ici, donc vraiment un grand merci pour cette invitation. Je tenais vraiment, en fait c'était très important pour moi d'accepter parce que déjà je suis malienne, d'origine malienne et donc j'aspire vraiment à devenir meilleure et aujourd'hui c'est une opportunité pour moi en tout cas d'être en face de vous et de parler de ma petite histoire. Donc moi je viens de Paris, en fait j'ai 24 ans et donc moi j'ai fait des études à la base d'architecture et de décoration d'intérieur et c'est vrai que ça c'est vraiment ma passion première, l'architecture. Et donc j'ai fait aussi, en fait je suis passionnée de basketball, donc j'ai fait 8 ans de basketball et j'ai aussi été coach. Donc c'est un peu mon cursus, j'ai également effectué en fait c'est une formation qui s'appelle un BPGEPS, en gros c'est un diplôme qui me permet d'être directrice de structure et de mener des séances d'activité. Donc j'étais un peu dans tous ces activités là et j'ai aussi pas mal voyagé au Canada, en Bretagne, histoire de vraiment m'inspirer de l'autre et m'ouvrir sur le monde. Donc aujourd'hui, je suis sur une dynamique vraiment d'entrepreneuriat. Je suis vraiment aspirée par ça. Et quoi de mieux que ma mère pour me motiver chaque jour, pour pouvoir entreprendre ma vie et faire en sorte qu'elle puisse sourire et être fière de moi. Donc aujourd'hui, mon projet vient d'elle effectivement, puisque c'est elle qui m'inspire forcément. Et en fait, j'ai pensé à elle parce que c'est vrai qu'en général, on a toujours une mère qui est un peu partout, qui court un peu partout, qui s'occupe des enfants et qui pour le coup a tendance à s'oublier. Et donc c'est vrai que ça m'a vachement touchée. Et j'avais vu qu'en fait, il n'y avait pas que ma mère. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal d'autres mamans, j'ai vu qu'il y avait aussi ses cousines, ses tantes, etc. J'ai vu qu'il y avait même ses voisines. Et c'était pas forcément que au quartier, c'était vraiment à l'échelle régionale, même nationale.
Donc suite à ça, je me suis dit qu'il y avait vraiment un réel besoin, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de créer une structure qui permettrait de valoriser toutes les femmes, tout en prenant en considération leur situation de maman. Donc Yarale, c'est le nom du projet. Yarale, ça veut dire féminité en soninké. Donc Yarale, c'est la création d'une salle de sport pour maman avec une garderie pour enfants. Donc c'est un projet qui me tient vraiment à cœur, parce que mon rêve en fait c'est de rendre hommage aux mères d'une certaine manière en fait, parce que j'estime que ce qu'elles ont fait, c'est juste rien du tout en fait, mais en tout cas c'est une manière de les remercier. Donc c'est un peu le projet que je véhicule. D'ailleurs demain il y a le lancement j'en profite d'ailleurs, ça tombe bien peut-être, je sais pas, mais demain il y a le lancement de Yarale. Donc c'est une journée assez importante, parce qu'en fait du coup le matin il y aura 2 séances de boxe animées par des coachs de haut niveau auprès des mamans, avec un espace de garderie justement pour faire en sorte qu'elles puissent ne plus avoir d'excuses pour ne pas penser à elles. Et à midi il y a un buffet, l'après-midi en gros il y a un débat autour des bienfaits du sport avec quelques personnalités influentes dans le domaine. Aya Sissoko, ex-championne du monde de boxe, double championne du monde de boxe, et puis elle est maman en même temps, elle a une très très belle histoire, et l'idée vraiment c'est de partager un peu son parcours auprès des mamans. Les mamans, c'est vrai que généralement elles s'identifient pas en fait à des personnes, parce que on les voit forcément à la télé, mais on les voit pas en réalité. Et donc l'idée c'est vraiment de créer cette proximité-là. Et donc il n'y a pas que Aya Sissoko, il y a aussi Yanni Sport. Je sais pas si vous connaissez, Yanni Sport, c'est un coach sportif, c'est un coach sportif. Et en fait, il coach des personnalités, Issa Doumbia et plein d'autres personnalités également. Il sera là aussi également, avec d'autres mamans qui seront présentes pour partager aussi leur histoire. Donc aujourd'hui c'est un plaisir pour moi d'être en face de vous aujourd'hui, j'ai beaucoup d'humilité d'être là, vraiment je suis vraiment au début, franchement pour moi c'est un exercice pour moi d'être ici, très franchement, mais ça me fait vraiment plaisir en tout cas. Et écoutez, si jamais vous avez des mamans autour de vous qui seraient intéressées de venir demain, écoutez, n'hésitez pas à leur en parler, peut-être que ça peut leur faire du bien, ça peut être même vos amis ou autres. En tout cas, je sais pas quoi dire d'autre, en tout cas je parlais avec le cœur. L'adresse c'est... écoutez, venez me voir, comme ça je vous dirai. Et puis en tout cas c'est à Paris dans le 18e arrondissement. Et donc voilà, dans le 18e arrondissement, c'est là où j'ai grandi, et là où d'ailleurs j'en suis fière d'ailleurs, la Goutte d'Or. Et c'est là, c'est la plus QG, donc c'est un centre culturel auquel on aura l'honneur d'accueillir les intervenants pour pouvoir partager leur histoire. Donc merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. On va terminer avec la dernière intervenante, on reste dans le sport, donc on va demander à Eva. Eva, tu es dans les barrages. Eva, voilà. De vous habiller, de faire un détour après le travail pour venir nous rencontrer, pour venir vous rencontrer. Donc applaudissez-vous s'il vous plaît. Alors qui suis-je? Eva Barat. Alors il y a une jeune fille qui m'a dit, mais il y a Eva au Mali? Bien sûr que non. Il se pourrait, bien sûr. Alors, avant de vous dire qui je suis et comment j'en suis arrivée à créer le concept d'ethnocoach, parce que c'est un peu pour ça qu'on m'a invité aujourd'hui, j'aimerais vous parler un petit peu de moi, parce que finalement, on parle beaucoup de l'entrepreneuriat, on parle beaucoup des personnes qui ont réussi et comment ils en sont une fois qu'ils ont réussi. Par contre, on ne parle pas souvent de tout ce qui se passe avant. Alors, qui je suis? Je suis Awa, je suis née Awa, je suis une petite fille, je suis née au Mali, donc ce grand et beau pays qu'on met à l'honneur aujourd'hui, et je suis arrivée en France à l'âge de 2 ans. Je suis arrivée pour des raisons de santé, j'avais une maladie pulmonaire, et du coup mon père vivait en France, c'était plus simple que je me fasse soigner en France plutôt qu'au Mali. Peut-être que cette maladie justement m'a ouvert des portes différentes, parce qu'arrivée en France, j'ai grandi ici sur ce territoire. J'ai l'habitude de dire que je viens d'une triade parentale, j'ai été mise au monde par une femme au Mali, élevée par une autre en France. Mon père a 2 femmes. Peut-être que quelque part ça s'est créé. J'ai eu mon triangle à moi de figures identificatoires complètement différentes. Maintenant, cette figure identificatoire différente, au-delà de mon cercle familial, je suis malienne. Donc s'il y a des Maliens parmi vous, vous savez que les Maliens transmettent toute leur culture, peu importe où ils sont, n'est-ce pas? Donc j'étais malienne et j'étais au Mali jusqu'à la porte de chez moi. Même si j'étais en France, j'étais au Mali jusqu'à la porte de chez moi. Une fois que je sortais, j'arrivais en France. Ok. Comme beaucoup d'entre vous, je pense qu'on a dû devenir des caméléons. On a appris à jongler entre dedans, dehors, dedans, dehors. Un exemple que je donne très souvent, c'est quand mon père, une fois que j'ai fait une bêtise,
Quand il rentre du travail, ma belle-mère lui explique la bêtise que j'ai fait. Donc forcément, il m'appelle, je me prends une volée, et derrière, il m'explique, c'est là qu'il te demande, hein, c'est après, pourquoi t'as fait ça? Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu lèves les yeux, tu essaies de lui expliquer, tu reprends une autre volée. Tu baisses les yeux quand je te parle. Ah, ok, d'accord. Tu prends l'info, tu mets dans le disque dur, tu enregistres. Quand on te parle, quand la personne est fâchée, il faut baisser les yeux. Ok, très bien. La semaine d'après, je vais à l'école. J'ai pas fait mes devoirs ou j'ai fait une connerie, je sais pas. La maîtresse m'appelle, elle m'engueule. Forcément, je baisse les yeux, j'ai mis dans le disque dur, tu baisses les yeux quand on te parle. Et là, je finis au piqué. Tu me regardes quand je te parle. Et je fais comment? Je fais comment? C'est juste un exemple. Imaginez-vous chaque figure. Le fait d'aller à l'école, le fait de prendre le bus, le fait de parler à un adulte, le fait de répondre. On te pose une question, tu réponds, mais pourquoi tu ne me réponds pas? Mais pourquoi tu ne me réponds pas? Il faut me répondre. Mais la totalité de mon enfance et de celle de beaucoup de personnes, ça a été de jongler entre les différentes cultures. Et finalement, certains d'entre nous sont devenus des caméléons. On est devenus parfaits dans ce mix. Moi, souvent, les gens, quand ils ont mon téléphone, quand j'arrive devant eux, ils sont choqués. Ah, mais je pensais que vous étiez... Ah, ok, d'accord. Ok. Et finalement, peut-être que justement, c'est là que j'ai créé mon arme. J'ai compris que finalement, le savoir, et si le savoir est une arme, eh bien, les mots sont mes munitions. Je suis devenue excellente dans mon vocabulaire. Je suis devenue excellente dans mes syntaxes. Mais à côté de ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que plus j'avançais, plus finalement, à cette adolescence-là, j'avais créé un masque. La masque de la perfection. Le masque qui me permettait d'ouvrir toutes mes portes. À partir du moment où j'avais ce masque-là, j'avais tous les stages que je voulais. J'avais tous les postes que je voulais. Mais finalement, est-ce que j'étais née pour ça? Est-ce que j'étais née pour occuper ces postes-là? Avec ce masque-là? Au bout d'un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, je crois qu'à l'intérieur, la véritable moi, elle s'est mise à se réveiller, n'est-ce pas? Et ça cognait de plus en plus. Laisse-moi sortir, laisse-moi sortir. Et moi, qu'est-ce que je répondais derrière? Et surtout pas. Il est hors de question que je te laisse venir démonter tout ce que j'ai fait pendant toutes ces années. Et qu'est-ce qu'elle fait la vie? Parce que moi, j'estime que c'est le seul arbitre. La vie, c'est le seul et unique arbitre. Qu'est-ce qu'elle a fait justement? J'étais tellement accrochée à ce que j'étais, à ce que j'avais réussi à obtenir. Elle dit, ok, c'est ça tes excuses. Si je te les enlève, qu'est-ce qui se passe? Ok, j'étais en couple depuis plus de 10 ans. Je suis maman de 2 enfants. J'étais en excellente santé. J'étais travailleuse sociale, j'étais éducatrice, j'avais un poste qui me plaisait, j'allais devenir fonctionnaire, tout était parfait. Mon plan, à moi en tout cas, était parfait. Il s'est passé quoi? Mes enfants, le plus grand était diagnostiqué avec des troubles autistiques. Donc l'enfant idéal. Ok, il va falloir que tu revoies tes plans, Eva. Pas de souci. Le petit a eu une maladie pulmonaire. Étrange. L'histoire se répète. Ok. Jusque-là, ça va. On est tous les 3. Ça va tenir. Ok. On m'annonce un cancer. Aïe. Ok. On va tenir. C'est pas grave, on est tous les 3. Ah mais non, le papa s'en va. Ok. À ce moment-là, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. J'aurais pu tout lâcher. Et je pense qu'une partie de moi a voulu tout lâcher. Et je pense même qu'une partie de moi a tout lâché. Parce que finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce que j'avais comme excuse de garder ce masque s'est effondré. Tout ce que je pensais posséder, et du coup je m'y accrochais pour maintenir ce masque, s'est effondré. Donc à partir de là, il s'est passé quoi? Aïe, parce que t'as plus rien à perdre là, laisse-le sortir. Je l'ai laissé sortir. Le masque s'est brisé. Je suis apparue par moi-même. Et comment vous dire? J'ai avoué, je lui ai reconnu à moi-même que j'avais perdu. C'est comme si tout à l'heure on parlait de boxe. J'ai déclaré forfait. J'ai déclaré forfait à la vie, c'est bon, je lâche, j'abandonne, fais ce que tu veux de moi-même. Et vous savez quoi? C'est là que la vie elle a commencé. 30 ans après, c'est là que ma vie a commencé. Parce que j'ai accepté que finalement, eh ben, j'étais pas aussi parfaite. Ce choc des cultures-là, c'est une réalité. Et peu importe le masque qu'on a pu se mettre, peu importe les postes qu'on peut occuper, tant qu'on n'incarne pas qui on est à l'intérieur, la vie va venir nous défier parce qu'on est là pour quelque chose. Tous autant que nous sommes, peu importe ce qu'on a vécu, on est là pour le véhiculer à notre façon, on est là pour le transformer. Donc à partir du moment où moi, à 30 ans, je vous dis en l'espace de 6 mois, en l'espace de 6 mois, boum, 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 boum. L'année de mes 30 ans, ça a été catastrophique.
mais ça a été la plus belle année de ma vie. Parce qu'une fois que j'ai tout lâché, bah finalement tu te poses des bonnes questions. Qui es-tu? Ah, ok, mes parents m'ont appelé Awa, ok. C'est un très bon nom. Par contre, je ne suis pas malienne. Je ne suis pas française. Qui suis-je? Je suis ce que ces deux cultures peuvent s'apporter de mieux quand elles décident de travailler ensemble. Je suis ce que ces deux cultures peuvent s'apporter de mieux quand elles décident de travailler ensemble. Je suis la fusion de mes deux cultures. Je suis ni malienne ni française, je suis française, je suis malienne, je suis moi. Et tant que je suis moi, justement, je vais parvenir à créer ma vie pour moi, en tenant compte de ces deux cultures. Parce que bien souvent, justement, en tant que femme, en tant qu'homme, c'est quand on devient parent que ça devient compliqué. Qu'est-ce qu'on va transmettre à notre tour? Ah, on transmet la France, on transmet le Mali. Ah, mais lui, il est Camerounais. Ah, mais lui, il est Français. On transmet quoi à ces enfants? Mais si on se détache de nos pays d'origine et qu'on devient des êtres à part entière, qu'est-ce qu'on leur transmet? On leur transmet la moitié de notre patrimoine, la moitié de notre histoire, ou la totalité. Et peut-être que c'est à eux de faire un 50-50. Donc aujourd'hui, forte de tout ça, parce que justement, quand on a un cancer et qu'on élève seul 2 enfants et qu'on ne peut plus travailler, croyez-moi, il faut un mental d'acier. Et bien à ce moment-là, j'étais plus éducatrice, parce que je ne pouvais plus travailler en internat. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été chercher du réconfort, j'ai été chercher un mental, parce que justement, ces enfants-là, je ne pouvais pas les lâcher. Mais en même temps, est-ce que c'est un hasard qu'un enfant autiste choisisse pour mère une éducatrice? Non. Non. Ok, la vie m'a dit qu'il ne faut plus être éducatrice. Par contre, la vie m'a préparé toute ma vie à élever cet enfant-là. Alors, j'ai décidé d'être l'éducatrice de mon enfant. Et de continuer à faire pour les autres ce que j'ai toujours fait, aider. Ça, c'était ma racine. Ça, c'est ma colonne vertébrale. Donc, comment je pouvais aider? En sachant que je ne peux pas travailler dehors. Parce que mes enfants, il faut que je m'en occupe. J'ai plus le père qui va rester avec eux quand je serai en horaire de nuit. Ok? Comment je fais justement par rapport à mes horaires à moi et au fait que du coup mon enfant n'est pas scolarisé? Okay. Finalement, j'ai créé mon emploi à partir de moi, à partir de ce que je suis, à partir de ce que j'ai vécu. Donc aujourd'hui, j'accompagne des personnes qui traversent cette fusion culturelle, qui ont du mal justement à trouver leur équilibre là-dedans. Et comment je les accompagne? Je les accompagne en disant que ta culture, quelle qu'elle soit, elle existe, elle fait partie de toi et c'est ta force. Tant que tu t'appuieras dessus, tout se passera bien. Par contre, à partir du moment où tu la laisses t'étouffer et tu t'effaces devant elle, peu importe pour quel objectif, là c'est compliqué. Donc remettre l'homme au cœur de sa propre vie. C'est ce que je fais aujourd'hui. Donc j'ai créé le concept d'ethno-coaching parce que même dans le monde du coaching, nos cultures, on ne les écoute pas. Alors, je me suis fait accompagner, comme je disais. Il me fallait un mental d'acier, je fais appel à des coachs. Mais quand je leur parlais de nos cultures, oui, mais tu comprends, c'est ma mère, c'est ma belle-mère, ils ne comprenaient pas. En tout cas, il manquait un pan qui n'était pas écouté. Donc finalement, je me suis dit, ok, je vais accompagner les personnes là, mais je vais apporter ce plus qui n'existe pas aujourd'hui dans le monde du coaching, qui n'existe pas dans le monde de l'accompagnement. Donc du coup, j'apporte ce regard biculturel sur les problématiques des personnes et également, je les aide à atteindre leurs objectifs parce que justement, leur histoire doit être une force et non pas un handicap. Mais pour ça, il faut déjà aller chercher où était le blocage. Donc là-dedans, voilà comment j'ai créé le concept ethno-coaching. J'aurais pu juste vous parler de l'ethno-coaching, vous dire comment j'accompagne, mais ça me semble important que justement, aujourd'hui, ça fait 2 ans que je suis dans ce domaine-là. J'ai de l'ambition, je sais où je vais, j'ai ma vision en moi, et moi je vous remercie d'être là aujourd'hui et d'avoir vu Eva Barra prendre la parole dans ses tout débuts. Merci. Bravo. Sur les réseaux, c'est un lien, t'as un site, t'as quoi? Alors, je suis présente sur les réseaux sociaux principalement parce que je trouve que justement on a besoin de liens, de connexion directe et du coup j'apprécie surtout de vous rencontrer. Donc je suis présente sur Facebook, Instagram, LinkedIn, enfin je suis présente sur les réseaux et c'est Eva Barra Coach. Sur Facebook c'est une page, donc si vous cherchez dans le truc vous ne le trouverez pas, vous voyez dans la catégorie page et je me ferai vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Rappelez-moi juste qu'on s'est rencontrés au voyage culinaire. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci Eva, bravo Eva, bravo. Bravo Eva. Comme la vie est bien faite, on s'est rencontrés il y a 1 an ou 2 ans sur les réseaux sociaux, on ne s'est jamais rencontrés pour de vrai. Donc voilà, comme quoi la force des réseaux, c'est aussi se connecter avec les bonnes personnes. Merci Eva. Ben,
terminer, en fait, une belle envolée gourmande se trouve au fond de la salle. Une personne qui a sorti son livre de cuisine qui s'appelle L'imprécis de cuisine et qui est Nathalie Brigot-Goum. Voilà, elle est là, elle a édité son premier ouvrage en auto-édition. Et je vais l'appeler pour qu'elle puisse nous en dire quelques mots. Par travail, que je suis arrivée à une précision, dont je garde quand même le IM, même si je l'ai légèrement barré, pour montrer tout le cheminement de ce que j'ai fait. Et mon livre a 3 univers, la boulangerie, parce que j'estime que nous avons de très beaux produits qui se marient à la boulangerie. Nous avons du moringa, que beaucoup de gens connaissent. Nous avons de superbes poivres, comme celui de Penja, par exemple, qui est IGP. Voilà, il y a de la pâtisserie dans mon livre. J'ai par exemple, réinterprété le fameux Paris-Brest avec de la farine de manioc et de la farine d'igname, ou de mettre de la crème pralinée ou de la crème au beurre dans le Paris-Brest. Donc j'ai travaillé de la banane plantain, j'ai travaillé son onctuosité pour remplacer donc cette crème-là. Voilà, donc j'ai aussi, donc je le dis quand même en passant, je suis dans le pays, qu'on appelle le pays de la gastronomie dans le monde entier. J'en ai profité pour passer mon CAP de cuisine il y a 2 ans. Wow. Donc, j'espère que vous allez acheter le livre. C'est un livre qui est à la fois de la cuisine et de la poésie. C'est un livre hybride, parce que mes 2 passions, c'est l'écriture et la cuisine. J'ai aussi travaillé avec un médecin nutritionniste qui vous donne des indications, qui vous donne des recommandations diététiques. Voilà. Donc, n'hésitez pas, en auto-édition, et les photos sont de moi aussi. Merci beaucoup. Merci. Et donc, on va accueillir le dernier intervenant, Mamadou Yafa, qui lutte notamment contre le paludisme et la dépigmentation de la peau noire à sa façon. Mamadou Yafa. Bonsoir. C'est vrai, quand vous dites Mamadou, il n'y a personne qui me connaît sous ce prénom. Les gens ont demandé de qui vous parlez. Mais bon. Bonsoir à tous. Alors, par quoi commencer? Donc, Mamsi Yafa, jeune franco-malien. Parlant du Mali, j'ai pensé effectivement à toutes ces victimes qu'on a depuis un certain temps, et notamment la tuerie qui a eu lieu pas très longtemps. Donc voilà, un hommage à tous ces décédés. Après, pour me présenter, donc je suis un jeune parisien. C'est important de dire que je suis un jeune parisien parce que j'ai grandi à Paris, j'ai fait mes classes à Paris, j'ai une petite épopée en province, dans la Sarthe. Et après, je suis toujours revenu à Paris et j'étais dans Paris intramuros, voilà, dans un quartier qu'on appelle la Goutte d'Or, Barbès, je pense qui est mondialement connu. J'ai créé une association en 98, cela 20 ans, qui s'appelle Esprit d'Ébène. Et avec cette association, au départ, notre combat, c'était de réunir les jeunes de quartier, les pouvoirs publics et les entreprises, parce que déjà, à cette époque-là, on pensait que les entreprises avaient un rôle à jouer dans la vie, dans les rapports avec la société civile, et que ce n'était pas simplement que l'État qui devait jouer sa partition. Et on a bien réussi, puisqu'on a eu des partenariats avec des grandes entreprises. À ce moment-là, on a pu créer des programmes de stage, d'emploi, etc., etc. De là, la vie continue, la vie fait son chemin. En 2006, on se retrouve à parler de paludisme. Et pourquoi le paludisme? Nous, on ne connaissait pas du tout ce que c'était le paludisme. C'est-à-dire qu'on est des jeunes parisiens, des jeunes français, certes, d'origine, mais pour nous, le palu, c'est une maladie qui est hyper lointaine. Donc on se dit, ok, on parle du paludisme, mais c'est quoi? Pourquoi, lorsqu'on doit aller au pays avec sa mère, son père, on doit prendre des médicaments qui nous font mal au ventre, etc. Savarine, Nevaquine et j'en passe. Donc on a l'impression d'être invincible. Et finalement, on se rend compte que lorsqu'on va là-bas, il y a un petit mystique.
qui peut nous tuer, voilà, qui détient, en tout cas dans sa culture, l'instant de vie ou de mort. Et moi, ce qui m'a fait intéresser au paludisme, c'est parce que, alors c'est dur de parler après Eva, parce qu'elle parle de son histoire, mais moi, c'est parce que j'ai une sœur qui est décédée et moi-même, j'ai eu le paludisme. Et lorsque j'ai eu le paludisme, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on va bien trouver comme solution pour communiquer sur le paludisme. Donc en 2006, je rencontre les gens de Rollback Malaria, qui est une des agences onusiennes. Et à partir de là, je regarde leur concept, donc j'étudie évidemment ce qu'ils font. Et je me rends compte qu'ils ont des concepts qui sont assez loin de moi. Je me dis, mais comment peut-on vouloir faire un concept de communication pour l'Afrique, et en particulier ceux du terroir, en s'adressant à des agences qui sont à New York, qui sont à Londres, qui sont à Paris, qui finalement ne comprennent pas comment fonctionnent les gens, quelles sont leurs attentes, quels sont leurs quotidiens, etc. Et je me rendais compte que finalement, tous les spots de communication de l'époque n'avaient pas de sens, puisque, c'était des spots soit en anglais, soit en français, et souvent qui étaient destinés à des populations qui étaient analphabètes. Donc c'était un peu compliqué, à un moment donné, de se dire, on va s'adresser, on va parler un peu charabia à des gens qui comprennent rien. Donc c'est pas imagé, c'est pas... Et là, je leur ai proposé un concept autour du football. Je leur ai dit, écoutez, le football c'est quelque chose d'universel, qu'on comprenne pas les langues, au moins les messages, on va pouvoir s'identifier à des joueurs de foot. Donc c'est là que je prends mon bâton de pèlerin et je pars en Égypte en 2006, alors que je ne connaissais pas du tout. Et j'arrive et je convainc les joueurs de football, en particulier africains, de participer à des campagnes où on va parler les langues vernaculaires, c'est-à-dire qu'on va parler les langues du pays. On va parler le Soninké, on va parler le Swahili, on va parler le Bambara, on va parler le Wolof, on va parler, je sais pas moi, toutes les langues qui existent en Afrique. Et je demande à ces joueurs de parler leur langue et d'adresser un message à leur population, d'adresser un message aux jeunes, à tous les enfants qui les idolâtrent, et leur dire que voilà, il y a des moyens de prévention et qu'il faut utiliser l'ensemble de ces moyens de prévention-là. Et la campagne marche. Elle marche tellement bien qu'en 2007, lors de la rencontre de l'Union africaine à Addis Abeba, ça devient une campagne mondiale où il y a un partenariat donc, entre l'Union africaine, la FIFA, la Fédération internationale de football, la CAF, la Confédération africaine de football, et bien évidemment toutes les agences onusiennes, tout ça sous financement Gates, donc qui devient une grosse campagne, qui devient United Against Malaria. Et là, on se retourne, on se dit, Parisien, Barbès, petite association, à l'origine d'une grosse campagne comme ça, qui génère X chiffres, X zéros, avec tant de personnes, des gens comme Eto'o, Drogba, à l'époque Sepp Blatter, etc., qui suivent. Super. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et ça a été les débuts, en tout cas, de notre campagne sur le paludisme, et depuis, chaque année, nous, on mène des actions en France sur la question du paludisme. La prochaine aura lieu d'ailleurs, on vous y convie le 25 avril prochain sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Et pour nous, c'est important de mener des actions à chaque fois, et vous comprendrez pourquoi je me suis présenté en tant que Parisien, dans Paris, intramuros, dans des lieux publics hyper importants. Parce qu'au départ, lorsqu'on demande à organiser des choses, on nous met soit dans nos quartiers, soit on nous cantonne dans nos banlieues ou dans des endroits qui ne sont pas des places publiques pour qu'on puisse faire notre chose, pour qu'on puisse faire nos événements entre nous. Et moi, j'ai toujours refusé de faire ça. Et que ce soit tous les événements que j'ai pu organiser, de Miss Mali à je ne sais quoi, on a toujours voulu le faire dans Paris, intramuros, pour qu'on soit visible. Et qu'à un moment donné, que cette barrière qui existe, cette espèce de plafond de verre,
bah, nous on le casse. Voilà, on le casse, il a dit, voilà, on y va. Vous voulez pas qu'on le fasse? C'est pas grave, on va le faire quand même. On va prendre le taureau par les cornes et on va y aller. Et c'est le deuxième événement qu'on va organiser sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Le premier, c'était une exposition qui s'appelait Diaspora et Indépendance africaine, où on faisait une rétrospective sur l'ensemble des pays qui ont acquis leur indépendance en 1960. Et ça s'est pas fait tant bien que mal, on va pas raconter toute l'histoire, mais c'était très dur. Parce que à 5 jours de l'événement, on nous dit non, mais finalement, votre exposition, vous n'allez pas la faire. Et le politique est passé par là, donc on a trouvé la solution à l'époque avec Bertrand Delanoë, on a quand même pu faire cette élection. Et j'aurais tant de choses à dire, mais je vais aller tout de suite sur la question donc, de la dépigmentation artificielle de la peau. La dépigmentation artificielle de la peau, pourquoi on a voulu en faire un cheval de bataille? Moi, il y a 2 ans, je vais chercher une de mes filles à l'école, qui a 12 ans, qui vient de rentrer au collège, et je regarde sa copine à côté d'elle. Et là, je me rends compte que la petite, elle est dépigmentée. Et là, je dis, waouh, là c'est pas possible. Là, il faut faire vraiment quelque chose. On avait déjà mené une opération en 2007. On avait laissé tomber parce que c'était compliqué. Et là, j'ai réuni un peu tous les gens de cette époque-là. Et je leur ai dit, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose parce qu'il se passe un truc. C'est pas simplement des critères de beauté, mais c'est des problématiques d'estime de soi. Et c'est des problématiques où à un moment donné, on a un problème d'acceptation, où on a un problème de regard les uns sur l'autre. Et ça, il faut vraiment faire quelque chose. Et donc, on réunit toute une équipe et on lance la campagne Stop Dépigmentation. C'est une campagne que peut-être certains d'entre vous ont pu voir dans le métro parisien. Parce que, encore une fois, dans mon optique, dans ma vision des choses, il faut que les choses soient dites, il faut que les choses soient vues, il ne faut pas que les choses soient cantonnées uniquement dans un réseau associatif, entre guillemets, afro-préen ou tout ce qu'on veut. Il fallait que les gens dans le métro, qu'on soit à la station Saint-Lazare, Concorde, Charles de Gaulle Étoile, Gare du Nord, etc., qu'on voit cette campagne. Et là, les médias ont commencé à s'y intéresser parce qu'ils se sont dit, mais attends, eux ils font ça dans le métro, on voit X centaines d'affiches dans le métro, c'est qui, comment, etc. Puis en venant nous voir dans notre quartier au 15 rue de la Goutte d'Or, ils se rendent compte que finalement on est une petite asso, mais essayons de faire les choses bien. Donc notre campagne elle s'articule sur plusieurs formes. La première problématique, c'était d'éviter la stigmatisation. Parce que lorsque vous parlez à une personne qui est dépigmentée, tout de suite, vous allez entendre, non mais moi, la dépigmentation, jamais. Non, mais j'ai un oncle, j'ai une tante, j'ai une grand-mère qui était claire, qui était machin, etc. Donc c'est revenu sur moi. Donc il y a un déni complet sur le fait de se dépigmenter. Ensuite, pour éviter de ces stigmatisations en tout cas des Africaines, en l'occurrence, on a aussi voulu démontrer qu'il y avait aussi d'autres communautés qui se dépigmentaient. Ce n'était pas simplement les Africaines. Et là, on a vu que les premières à se dépigmenter, c'était d'abord l'Asie, pour des questions de lutte des classes, où là, c'est extrêmement grave. C'est-à-dire que plus vous êtes clair, plus vous êtes en haut dans la société. Lorsque vous êtes noir dans un pays comme l'Inde, vous êtes considéré comme un intouchable. Et là, c'est vraiment, vous êtes plus bas que terre. Ensuite, on a les Amériques où on est dans des problématiques esclavage, post-ségrégation, etc., etc. Où il y a la thématique, il y a une appellation qui revient souvent, c'est le nègre de maison. Le nègre de maison qui est souvent un métis ou un mulâtre, qui finalement est l'enfant illégitime du maître, et donc qui lui est mieux loti parce qu'il est dans la maison, etc. Donc toutes les femmes qui étaient dehors, qui voyaient ça, donc voulaient ressembler à ce métis ou à ce mulâtre. Donc c'est ce qu'on retrouve à peu près sur l'ensemble des Amériques, hormis les pays où il y a eu carrément de l'épuration. Après, avec un pays phare qui est la Jamaïque, où là carrément on a plus de 50% de la population qui se dépigmente la peau. Donc là c'est vraiment, on atteint des summums extrêmes. Puis on a l'Afrique. On a avec des codes de beauté
des codes de beauté qui sont calqués sur les actrices, sur les chanteuses américaines, puisque toutes les grandes dames des Mama Benz, etc., qui voyageaient, donc voulaient copier un peu ce qui se passait ailleurs. Et on a cette espèce d'idée reçue sur la blancheur, sur le fait que la blancheur, ça nous ramène de la chance dans la maison, que dans les mariages, si vous êtes plus clair, forcément vous allez trouver le bon mari, ne vous inquiétez pas, là, décapez-vous, hein, vous allez trouver un mari, c'est sûr, il n'y aura pas de souci, etc., etc. Et donc nous, cette campagne, voilà, c'est surtout de la prévention, c'est du plaidoyer, parce qu'on a organisé le 14 juin dernier un plaidoyer à l'Assemblée nationale, où pas mal de députés ont participé. L'idée, c'est d'aller faire un plaidoyer par la suite à Bruxelles, c'est d'aller faire un plaidoyer aussi à l'Union africaine, et également on mène des ateliers, ce qu'on appelle des ateliers de proximité, où on va dans les associations, où on va dans certaines villes, lorsqu'ils nous appellent, et voilà, il y a un atelier autour, donc, bien évidemment, de l'estime de soi. Il y a un atelier autour de l'esthétique, du maquillage. Il y a un atelier autour de la santé et il y a un atelier autour de l'histoire, parce que c'est important de comprendre la genèse de pourquoi et comment on se dépigmente. Puis après, c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses. Mais bon, là, on va s'arrêter là. Merci à vous. Bravo. Merci beaucoup. Donc vous l'avez compris, hein, les voyages culinaires, c'est pas que de la cuisine, c'est aussi des histoires de passionnés, de personnes qui ont des parcours atypiques et qui veulent bien partager avec nous leur parcours. Donc vous avez encore Fatih qui est là pour ceux qui n'ont pas dégusté ou qui n'ont pas pu déguster certains mets. Donc Fatih est là. Il y a le photobooth tropical qui est à la sortie, donc à l'entrée de la salle. Et il y a aussi Ndiaye Prera qui est là, avec son jus Bissau bio. Voilà, c'est du bissap en fait bio. Donc allez le goûter aussi. Donc je vous remercie encore d'être venus à cette 7e édition des voyages culinaires. Les voyages culinaires, c'est aussi donc partager non seulement de la cuisine, connaître la gastronomie des pays d'Afrique et d'autres régions. Je vous remercie vraiment, c'était un plaisir de vous recevoir. Donc on va vous laisser tranquillement aller finir de déguster ces plats. Et on vous remercie, on vous conviera à la 8e édition très prochainement. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé ce qu'on vous a présenté et nous vous donnerons rendez-vous très vite. Voilà, merci beaucoup. Et encore merci à la délégation malienne. Disons-nous les choses avec Christina Roots pendant son événement, les voyages culinaires à l'UNESCO. Oui. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va, tout va bien? Oui, ça va, merci. Depuis le temps que je te suis sur les réseaux, je me dis, mais notre sœur de Grigny, là, il va falloir que je me déplace. Ah, merci Bouba. Et là, il était temps qu'on se déplace. C'est vrai, c'est vrai. Dis-moi un peu ton ressenti après ce voyage culinaire. C'est ça. Beaucoup d'émotions parce qu'on est dans une place forte. L'UNESCO, c'est un endroit prestigieux, hein, la culture avec un grand C. Et puis aussi beaucoup d'émotions parce qu'il s'est passé quand même un drame au Mali. Et voilà, on s'inscrit dans cette case malheureusement dans notre temps. Mais je pense qu'en fait, malgré ce qui se passe, il faut quand même célébrer les pays. Il faut justement endiguer toute cette souffrance, cette violence par le fait de célébrer, de mettre à l'honneur les diasporas. Parce qu'on est nombreux en France et il faut aussi donner ce sentiment de on existe, on fait les choses pour et on met à l'honneur aussi les pays de la diaspora, enfin de l'Afrique, dans toute sa splendeur et c'est important aussi. Voilà. Donc à travers l'art culinaire, tu fais passer des messages parce que les intervenants sont très intéressants. Ils ont un parcours de vie comme Eva, comme Mam Siafa, comme d'autres encore. Ils ont un parcours de vie qui est même parfois troublant parce qu'ils vont même dans le personnel. Tout à fait. En fait, c'est vrai que les voyages culinaires, c'est
c'est une rencontre en fait pour découvrir les gastronomies, mais pas que. C'est important aussi de mettre en valeur les acteurs de la diaspora. Je dis un peu incontournable parce qu'ils ont des parcours de vie qui sont très forts et aussi des passions aussi. Ils sont passionnés. Il y a Boro qui devait venir mais qui n'a pas pu et je lui fais un grand hug. Voilà, mais c'est important en tout cas de mettre à l'honneur des gens de la diaspora qui font des choses et qui font rayonner le pays aussi bien des deux côtés, le pont France et Mali en l'occurrence. Et c'est très important pour moi aussi de valoriser ces personnes pendant les voyages culinaires. Voilà. Est-ce Grigny qui t'a donné toute cette détermination? Parce qu'on sait qu'à Grigny, Grigny est un village dans lequel nous nous connaissons tous et qui nous a tous forgés. Et on se rend compte qu'il y a pas mal de gens issus de Grigny qui aujourd'hui sont en train d'éclore. Comme Monsieur Opley, comme plein de gens. Quoi. Oui. Voilà. Ben écoute, on va dire que c'est ça, parce que oui, c'est vrai que la force qu'est ce vivier de culture, en fait, donne envie de se surpasser, envie de dépasser en fait les limites qu'on nous donne lorsqu'on est enraciné dans des villes qui sont laissées à l'abandon. Du coup, nous, on regarde la télé avec notre œil, les médias avec notre œil, mais quand on a envie de sortir et d'exprimer en tout cas notre propre vision du monde, et je pense que Grigny m'a donné un grand coup de pied pour justement faire ce que je dois faire aujourd'hui. Parce que rappelons que d'après les statistiques de l'INSEE, Grigny est la ville la plus pauvre de France aujourd'hui. Ah oui, je sais, j'ai eu vent de tout ça et malheureusement, si on peut faire des actions pour que des événements ou des colloques ou des think tanks, pourquoi pas, on le fera, il n'y a pas de souci. En tout cas, je suis de la partie. Pour finir, parce que tu es pressé, rappelons aussi que ta détermination remonte il y a longtemps car tu as été la directrice d'un magazine. Oui, Kissina. Voilà. Kissina. Oui, ça veut dire origine en Swahili et je suis contente, je suis fière en fait parce que ça m'a donné cette niaque en fait depuis cette maison d'édition que j'avais créée et qui avait du sens pour moi parce que c'était dans un contexte assez particulier. C'était en 2004, il y avait des émeutes, il y avait tout ça et donc c'est vrai que j'ai eu cette force de faire les choses par rapport à Kissina. Donc Kissina est le moteur. En tout cas. Le moteur. Les grands voyages culinaires sont la continuité de Kissina. Exactement, voilà. En tout cas, c'est une très bonne continuation. Merci beaucoup. Et ce qui est sûr, c'est qu'on se suit. D'accord, ça marche, on se suit. À bientôt, ciao. Mesdames. Un redouble. Voilà. je connais la madame de gauche, mais je ne savais pas qu'elle te connaissait. Oui. C'est la force des réseaux sociaux, c'est qu'en vérité, nous sommes tous en interaction. Et c'est magnifique. Parlez-moi un petit peu de votre partenariat que vous avez depuis un certain moment, apparemment. Avec Kissina, avec Sandrine, moi j'appelle Kissina, on se connaît depuis un moment. Depuis un moment, là, depuis un petit moment qu'on se suit là. Là, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux, comme pas mal de monde finalement ici. On s'est rencontrés sur les réseaux sociaux, on a échangé pas mal sur l'entrepreneuriat, sur les possibilités de travailler ensemble. Chacun faisait son petit chemin de son côté, et puis en fait on se suivait. Et au bout d'un moment, pourquoi pas? Pourquoi pas faire des choses ensemble? Pourquoi pas devenir partenaire? Et puis avoir une visibilité encore plus importante. Donc c'est ça le but du partenariat, c'est de s'aider dans la visibilité, c'est donner la possibilité à chacune de profiter de la, comment dire, parce que je ne vais pas répéter visibilité, mais voilà, c'est donner la possibilité d'avoir une autre porte sur un autre univers pour chacun des événements. Kissina avec son voyage culinaire qui est ouvert maintenant sur le marché afro-caribéen et Kissina, elle parle du marché afro-caribéen sur la page du voyage culinaire. Et donc ça crée une ouverture en fait. Ouais, voilà, exactement. Ce que je disais tout à l'heure lorsqu'on discutait en off, oui je sais que tu es là, elle veut partir, elle dit non je veux partir, mais tu ne vas rester là. Non, je suis là. Tu es là. Non, et moi j'aime beaucoup ce partenariat avec le marché afro-caribéen parce que c'est bien de nous donner un espace d'expression aux
créateurs, aux foodistas aussi. Voilà, donc on est vraiment en raccord. On va préparer quelque chose ensemble. Ouais, sûrement. Voilà, sûrement. Donc on vous dira. D'accord. En tout cas, pour finir, parce que je sais que tu es pressé, je suis content que vous vous connaissiez et que vous soyez connectés. Parce que j'ai l'impression qu'on est dans cette époque où les gens qui font des choses se reconnaissent et travaillent ensemble. Oui. Et ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Voilà. Merci Bouba. Merci. Merci Christy. Merci. Bonne soirée. Fatih, l'huile de lys, comment allez-vous? Ça va, merci. Ça va, tout va bien? Oui, tout va bien. Dites-nous un petit peu la raison de votre présence ici et qu'est-ce que vous avez préparé aujourd'hui? La raison de ma présence ici aujourd'hui, c'était pour vous faire découvrir les 8 régions du Mali. Donc nos différentes régions qui sont Kidal, Tombouctou, Kaye. On a Koulikoro, on a Ségou. Et je pense que je vous ai tout dit. Donc du coup on avait 8 différents plats, Fakouy, Osomboulou, montrez-les-moi là, comme ça je vois ça, comme ça les gens ils voient ça. Le tout, mais c'est mieux que je vous fasse. Bon, au pire on recommence, je vous fais des présentations. Non, pas de soucis, t'inquiète. C'est dans le film. D'accord, très bien. Mais c'était mieux qu'il y avait les présentations. On avait fait tiens du Tigalégaï. Ah, regardez monsieur, il revient demander. Parce que c'est trop bon. Exactement. Trop bon. Pourtant, je suis pas fan de mafia. Ouais, bah c'est très bon. C'est cool. Mesdames, c'était bon. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, à bientôt. Alors là, on a du Tigalégaï. Voilà, Tigalégaï. C'est à base de quoi? Bon, moi je connais, mais il y a à base d'arachide. Donc, arachide, Congo. Voilà. Donc, du coup, on a le fakouy aussi. Le fakouy, la sauce de fakouy, elle est là. Ok, c'est à base de quoi? Le fakouy, c'est à base de moulékéa avec de la viande, de bœuf. On a du fouto. On a du bachi. Bachi Ninyogo. Voilà. Fouton d'odere. Ça, c'est le Osomboulou. Donc, Sara Sara. Dis-moi, c'est à base de quoi? Sara Sara, c'est à base de feuilles. Le Osomboulou, on l'appelle parce que c'est à base de feuilles de patate douce. Voilà, avec du poisson. Donc, on a le vigila. On avait le fou aussi. Et on avait du djouka, mais le djouka a eu un pur succès de fou malade. Donc, voilà. En tout cas, n'hésitez pas, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Fatih Mille Délices, en un mot. D'accord. Et ça fait combien de temps que ça existe, Fatih Mille Fatih Mille Délices, ça fait bientôt 5 ans que ça existe. J'ai une superbe équipe avec moi qui m'accompagne lors de mes événements. Et on est là. Elles sont là, elles sont là, à côté. D'ailleurs, je remercie toute l'équipe au passage parce qu'elles me soutiennent tous les jours, elles sont toujours avec moi pour me donner la force. Et sans eux, je ne serais pas arrivée jusque-là. Donc j'en profite aussi pour remercier ma maman qui m'a légué ce pouvoir culinaire. Je la remercie de tout cœur parce qu'elle m'a donné le plus beau métier parce que c'est une passion en même temps et c'est ma mère qui me l'a donné. Donc c'est une fierté. C'est la maman qui est responsable de tout ça. Voilà, c'est la maman. Magnifique. Merci à vous. Merci. Madame, comment allez-vous? Bonjour, ça va, merci et toi? Ça va, tout va bien? Ça va. Il y a plus de temps qu'on doit se voir, mais on va se voir. On va se voir dans ta ville, avec tes élus et tout le monde. Avec plaisir. Dis-nous un peu ton ressenti sur cette soirée, ce grand voyage culinaire spécial. Alors comme je disais, je félicite Stéphanie Ndinda pour cette initiative. Donc c'est la 7e édition à l'UNESCO, ce lieu chargé d'histoire. Donc elle nous a fait découvrir le culinaire. Et comme je disais tout à l'heure, le culinaire, ça va avec la culture, ça va avec l'histoire du Grand Sahel. Donc découverte de 8 petits plats qu'on connaît, parfois revisités. Donc c'est très intéressant. On a vu plusieurs témoignages de différents entrepreneurs. Donc on a appris beaucoup de choses. Et surtout le réseautage. Voilà. Apprendre à se connaître les uns les autres, pouvoir faire des projets communs. Donc j'ai trouvé cette initiative fort intéressante. Je constate qu'il y a pas mal de synergie entre plein de gens déterminés aujourd'hui. Ouais. Est-ce que tu as le même constat que moi? J'ai le même constat. Par exemple, nous à l'île Saint-Denis, qui sommes une ville, on a 3 valeurs, on est une ville avec les 3 valeurs qui sont solidarité, citoyenneté et écologie. Donc on prône toutes les valeurs de l'écologie. J'ai rencontré Ndiaye Prera,
qui fait avec la fleur d'hibiscus, donc le jus de bissap, un jus de bissap bio. Donc nous à l'île Saint-Denis on a un magasin bio, c'est intéressant car on a échangé nos cartes et pour venir à l'île Saint-Denis faire une dégustation et pourquoi pas vendre dans notre boutique qui s'appelle Solibio. Donc voilà, c'est des mises en relation, de l'entraide et de la solidarité avant tout. Donc c'est le bon côté des réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons tous qu'il y a le côté obscur des réseaux sociaux, mais il y a le côté lumineux qui est le côté interaction et interconnexion entre plein de gens. Exactement. Donc comme on dit, les réseaux sociaux ont ses bons côtés et ses mauvais côtés. La lutte contre le cyberharcèlement, qui est un fléau, hein. On travaille dessus justement avec tout ce qui déborde, comme récemment les fake news autour des Roms, etc. Donc faut faire attention, mais il y a du bon. Donc en fait, tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. Et si on en fait une utilisation intelligente, je pense qu'on peut faire réellement de belles choses. Madame, merci à toi et sache que je te suis. C'est gentil. Et dans pas longtemps, nous nous retrouverons à l'île Saint-Denis. Avec plaisir. On vous invite le 11 mai à la 5e édition de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Ok, nous serons là le 11 mai. Ah bah super, avec plaisir. Merci à toi. Ciao.